Alors bonjour à ceux qui sont en présentiel, comme on dit maintenant, et bonjour à ceux qui sont en ligne. Donc aujourd'hui, on va parler de l'Iran avec un des meilleurs spécialistes de ce pays, Bernard Hourcade, qui est directeur de recherche émérite au CNRS et qui a publié beaucoup de choses sur l'Iran, notamment une géopolitique de l'Iran il n'y a pas très longtemps, mais beaucoup d'articles. Et c'est un géographe qui connaît vraiment parfaitement le pays. Il a été directeur de l'Institut de recherche français à Téhéran pendant quelques années. Bref, quelqu'un qui connaît parfaitement le sujet. On a de la chance de l'avoir. Et puis, attention, je rajoute, il est membre du conseil scientifique de l'IREMO. Pour moi, c'est important de rappeler ce point. Le livre que vous avez sur cette table n'est pas de notre ami Bernard, c'est un livre de François Nicoulot, qui était ambassadeur en Iran notamment, qui était un grand spécialiste des questions nucléaires, qui nous a quittés il y a maintenant un an, c'est ça, et qui a écrit ce livre qui s'appelle « Des atomes, des souris et des hommes », donc sur le nucléaire. Et si vous êtes intéressé par la question du nucléaire, je pense que c'est un des meilleurs bouquin possible. Voilà, il est ici en vente si vous le souhaitez tout à l'heure. Bien, alors notre entretien, on l'a structuré en 3 temps qui vont évidemment se chevaucher, ça va de soi, sur ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire sur la révolte, moi j'appellerais plutôt ça une révolte, ensuite sur le régime, ses éventuelles contradictions, ses rapports de force et son rapport à l'international, évidemment, et puis un 3e temps qui sera incontournable et qu'on va sans doute évoquer avant, j'imagine, c'est la question du nucléaire. Il y a eu un accord en 2015 qui a été remis en question en 2018 par Donald Trump, avec toutes les implications assez considérables que cela implique. Alors, voilà les 3 temps. Et chaque temps, je vais juste lui poser 2-3 questions, ou du moins lui proposer un cadre, et tu en fais ce que tu veux, évidemment. S'agissant d'abord donc de la société et de ce qui se passe aujourd'hui. C'est donc une révolte que beaucoup appellent déjà révolution. Et je voudrais juste faire une distinction qui me paraît importante quand on parle de ces mouvements et quand on connaît ce qui s'est passé dans le monde arabe. Et pas seulement. On parlait tout à l'heure d'Hong Kong, par exemple, où il y a eu ces révoltes. Je crois qu'il faut avoir en tête, à mon avis, pour un peu démythifier ou démystifier la notion de révolte ou de révolution, une distinction simple entre ce qu'on pourrait appeler des révolutions citoyennes et des révolutions partisanes. Les révolutions partisanes, c'est celles qui sont conduites par un leader, qui sont organisées autour d'un mouvement ou d'un parti, qui ont un objectif très précis, qui impliquent d'ailleurs la prise du pouvoir, mais au-delà, pourquoi pas, l'utilisation de la violence, et qui nous conduisent à des révolutions que nous connaissons tous, notamment d'ailleurs en Iran. Pour moi, c'est une révolution partisane. Et chacune de ces révolutions partisanes, si on en cite une ou deux, on a tout de suite l'idée du leader et de l'organisation qui est derrière. On peut citer Cuba, on peut citer la Chine, on peut citer évidemment la Russie, on peut citer l'Iran, et elles ont une certaine structuration, ces révolutions. Après, on pourrait en parler plus en détail. Et puis, il y a les autres, et à mon avis, il ne faut pas les confondre, qui sont des révolutions citoyennes, et qui partent le plus souvent d'un mouvement de révolte, et non pas de révolution, avec un certain nombre de citoyens qui n'ont pas vraiment d'organisation, qui peuvent avoir des conceptions idéologiques très différentes, et qui n'ont pas de leader. Ça, c'est aussi très important. Et je crois que cette distinction est utile. Et je pense que dans le cas de l'Iran, on est plutôt dans des révolutions, les gens les uns après les autres. Et j'ai fait un petit travail sur les leaders en Égypte et en Syrie, et j'ai vu ce qui était devenu. Et aussi à Hong Kong, enfin dans plusieurs pays. Et on voit ces leaders qui ne sont pas les leaders de la révolution, mais qui sont des meneurs à un moment donné, eh bien leur destin est terrible, parce qu'à un moment donné, ils sont complètement broyés, fracassés par la répression d'État. Donc c'est juste pour démythifier et un peu démystifier ce terme de révolution. On pense que voilà, la révolution va embarquer un régime. Les choses ne se passent pas comme ça. Et on a bien vu ça pour le monde arabe, mais regardez ce qui s'est passé à Hong Kong. Si on sort de notre champ, il y a eu pendant des années une révolte, et le résultat est terrible, terrifiant même. Voilà. Donc ma question, j'ai cadré un peu les choses en étant un peu large, mais quelle est ton analyse justement de ce mouvement? Est-ce que tu penses que c'est un mouvement qui est justement de nature citoyenne? Est-ce qu'il a des contradictions? Est-ce qu'il peut avoir un leader? Bref, comment tu analyses ce mouvement dont tout le monde parle, à juste titre? Parce qu'évidemment, on a tous une empathie pour ces gens, pour ces jeunes, pour ces femmes qui aspirent à la liberté. D'abord, un plaidoyer pro domo, puis une autosatisfecit. Nous autres universitaires, ça fait des années qu'on travaille sur l'Iran, et depuis la révolution islamique en particulier.
Et on a constaté qu'il y avait une évolution, un changement social dans ce pays très important, régulier, surprenant, et que le gouvernement, par contre, lui, ne bougeait pas. Et donc, progressivement, on a vu, dès les années 80-90, des études sur la démographie qui ont montré, à surprise générale, que les Iraniennes avaient de moins en moins d'enfants. Ça a été un scandale. Et Marie Ladier, qui a découvert cela, s'est fait tout insulter en disant « Vous soutenez des thèses fausses, c'est Khomeini a dit faites des enfants, donc les Iraniens ont 8 enfants. » Non, ils n'en avaient que 4 et aujourd'hui moins de 2. Quand plus tard, Azadekian a travaillé, avant d'abord, Fariba Adelka, qui était la première à analyser les mouvements féministes parmi les islamiques, et pour voir qu'il y avait un changement parmi les gens les plus traditionnels de l'Iran, chez les femmes, des aspirations à la liberté. Elle a bien découvert cela en 1989-90. Elle a continué à travailler, elle est aujourd'hui en prison, elle a 2 ans et demi de prison, elle en a encore 3 à faire, et on ne sait pas quand elle sortira. Et entre parenthèses, elle a déjà 6 autres Français sont en prison pour l'accompagner. Ensuite, Azadekian donc a travaillé sur les mouvements de femmes et a montré comment ces sociétés se structuraient. Personnellement, j'ai travaillé sur les questions d'urbanisation, montrant comment la société iranienne, il n'y a plus de rural et d'urbain, mais une société beaucoup plus homogénéisée et ouverte sur le monde avec des logiques différentes. Et l'éducation, par-dessus tout, avait une place énorme, puisqu'il y a eu une véritable révolution de l'éducation en Iran pour pouvoir contrôler mieux la société. L'éducation, ce n'est pas en France, avec les hussards de République, on dirait le contraire. La scolarisation massive est essentielle pour faire adhérer les gens au régime. La République française à une époque et en Iran au régime islamique, où les campagnes notamment n'étaient pas du tout dans la révolution. Donc ils ont envoyé des femmes notamment pour scolariser les filles dans les villages et dans les quartiers défavorisés, des filles avec leur chador bien évidemment, l'institutrice nouvelle, mais cette révolution culturelle et d'éducation a fait que au bout de quelques années, la scolarisation est quasiment totale en Iran. Tout le monde va à l'école, y compris les filles dans les régions les plus sous-développées, sauf dans quelques coins du Baloutchistan ou du Kurdistan. Et donc, on a cette révolution qui se traduit évidemment à l'université, et l'Iran fait plus d'ingénieurs que la France. Et donc, tout ceci est une réalité que nous avons montrée en disant, alors on dit, mais qu'est-ce que ça va faire? Tu nous montres tout ça, mais so what? Ça va éclater quand? Et aujourd'hui, ça éclate. Alors on dit, mais on a essayé de montrer les structures. Et maintenant, le problème, et c'est le désespoir qui m'habite, on voit des gens dire, regardez l'étincelle, l'explosion, sans tenir compte de 40 ans de soubassement, de contradictions, de difficultés, pour que la société entière puisse exploser. On voit l'explosion de qui? D'une révolution, effectivement, en Iran. Une révolution culturelle. Culturelle, un peu comme mai 68 en France. En mai 68 en France, une partie de la population, des étudiants, des jeunes, font une révolte, sont mécontents des conditions culturelles, sociologiques de la France de l'époque. Est-ce que ça a entraîné un changement de gouvernement? Non, il y a eu quelques soubresauts, mais le général de Gaulle est resté en place. Bon. Et donc en Iran, on a une vraie révolution culturelle. La révolution française de 68, c'était une vraie révolution culturelle. Depuis, la culture française, la société française a vraiment été profondément changée. Donc c'était une révolution. Et je maintiens qu'en Iran, ce qui se passe, c'est une révolution. Parce que ça fait éclater au grand jour des réalités que l'on connaît depuis déjà pas mal de temps, qui arrivent maintenant à maturité. Mais entre une révolution culturelle, sociale et une révolution politique, il y a un fossé. Et reprenons les événements. En 2009, révolte contre Ahmadinejad qui avait truandé les élections. Et les révoltés voulaient que ce soit Moussavi, qui est entre nous le Premier ministre de Khomeini pendant la guerre, et qui n'était pas particulièrement tendre comme personnage. Donc concrètement, deux tendances politiques internes à la République islamique se disputaient le pouvoir. Discussion politique. À plusieurs reprises, et surtout en 2017-2019, au moment où la crise économique liée aux sanctions éclatait, les gens ont fait des révoltes économiques. Le coût de la vie, le prix de l'essence, etc. Et dans ces deux cas, la République islamique n'était pas concernée tellement. Le régime islamique, c'était des problèmes politiques internes, des problèmes d'économie, ça ne touchait pas à l'islam. Mais aujourd'hui, troisième révolution, elle est culturelle, et là ça touche directement le cœur de l'identité islamique du régime. La République iranienne a une constitution, à part le pouvoir du guide, qui est grosso modo, c'est la 5e République française, qui a été reproduite. Donc, ce n'est pas la constitution, ce n'est pas la loi qui est tellement importante, mais la pression culturelle, morale et idéologique de l'islam politique du clergé iranien. C'est ça qui est important. Et ce qui est contesté aujourd'hui, c'est ça. C'est une contestation qui est de type culturel. Donc, il touche directement, effectivement, les mollahs, comme on dit. Ils sont contre les mollahs. Mais les mollahs ne sont pas les seuls acteurs de la politique iranienne aujourd'hui.
les gardiens de la révolution en sont. Les technocrates islamiques, des gens qui sont ni gardiens de la révolution, ni proches des religieux, qui sont des ingénieurs, des hauts fonctionnaires, qui ont travaillé pour le régime islamique depuis longtemps, ils sont dans le système. Ils ne sont ni gardiens de la révolution, ni mollahs. Mais ils font partie du système. Sans compter le petit peuple, ce n'est pas péjoratif, mais les nombreux bassidjis de la guerre, c'est-à-dire les miliciens volontaires qui sont partis à la guerre, par millions, pendant 3 mois, pendant 6 mois. Après 6 mois de guerre, s'ils n'ont pas été tués, en revenant, ils ont des avantages sociaux, des bourses d'études pour tout le monde. Et ça crée donc tout un réseau de gens qui ont bénéficié du système. Et leurs enfants, aujourd'hui, en ont bénéficié indirectement aussi. Donc, la chose est beaucoup plus compliquée. Et donc, on a donc effectivement aujourd'hui une révolution, une vraie révolution culturelle. Tout le problème, c'est de faire en sorte que la société rejoigne ce mouvement, ceux qui ont des problèmes économiques. Et actuellement, les problèmes économiques ont écrasé la classe moyenne complètement et touchent également au symbole du pouvoir, au clergé éventuellement, pour changer la République. Tout ce qui se passe aujourd'hui, il faut remercier le président Trump de l'efficacité qu'il a eue à pouvoir mettre en place des conditions qui font que la situation est extrêmement dure et difficile pour renverser le régime iranien. En effet, dans sa grande sagesse, M. Trump s'est retiré du point de vue économique. Résultat, l'Iran, qui est un pays assez riche, et dans lequel il y avait une perspective en 2015 d'ouverture économique, qui aurait supposé ensuite une ouverture sociale, puis une ouverture culturelle et peut-être politique, cette dynamique-là a été cassée immédiatement, toutes les révoltes des Iraniens. Et dont les Iraniens sont écrasés aujourd'hui, les gens qui ont 30-50 ans, qui sont diplômés, qui avaient l'espoir de travailler, d'être ouverts à l'extérieur, d'être dans un Iran, dans un monde moderne. Résultat, ces gens-là, ils sont écrasés par les questions économiques. J'ai mon appartement à payer, j'ai la voiture, la scolarisation des enfants, la liberté, le tchador des femmes, c'est très important. Je suis pour qu'on change tout ça. Mais aujourd'hui, mon problème, moi qui ai 45 ans, c'est les problèmes économiques. Et donc, la révolution, ça viendra après. Et merci M. Trump qui a figé, en quelque sorte, la classe moyenne, qui représente quand même largement la population iranienne, c'est la majorité. Les jeunes de moins de 20 ans sont peu nombreux en Iran. L'Iran est un des pays les plus vieux du Moyen-Orient. Les Iraniennes n'ont plus que moins de 2 enfants depuis déjà 20 ans. Donc les moins de 20 ans sont peu nombreux. Par contre, les gens de 30 à 50 ans sont les générations les plus grandes, les plus nombreuses. Et en plus, c'est la vie de n'importe quel pays, cela. Deuxième chose géniale de M. Trump, les sanctions économiques étant faites, les Iraniens se sentent libérés des engagements sur le nucléaire. Et depuis ce moment-là, le programme nucléaire iranien s'est développé à vitesse grand V. Résultat, les progrès des Iraniens en domaine nucléaire sont remarquables. Et l'Iran est sur le seuil nucléaire, concrètement, c'est-à-dire qu'il a la capacité, on y reviendra en détail, de faire une bombe atomique s'il le valait. C'est un autre débat. Mais grâce à Trump, le nucléaire qui était sous le boisseau en 2015 est redevenu problème numéro 1. Et troisième problème important, le problème politique. En ayant discrédité tout ce qui avait tenté d'ouvrir l'Iran, les réformateurs iraniens, c'est M. Raïssi et les plus conservateurs qui ont pris le pouvoir. Autrement dit, en termes politiques, économiques et militaires, Trump a réussi à donner le pouvoir aux gens les plus fermés en Iran, qui bloquent le système et qui vont poser des problèmes énormes. Et on comprend que dans ces conditions-là, qui se révolte? Pas les gardiens de la Révolution, pas la classe moyenne, mais les jeunes générations de 15 ans ou 20 ans qui disent « j'en ai marre, je vois que tout est bloqué, je ne supporte plus et j'explose. Et je me fais tuer. » Et je me fais tuer. On reviendra sur cela, mais donc aujourd'hui, le problème important qui se pose, c'est qu'on a des dynamiques qui sont enclenchées, des dynamiques de répression efficaces, parce que la police iranienne est bien faite, une dynamique du nucléaire qui se développe presque hors de contrôle, une situation économique qui est catastrophique, et de l'extérieur, impossibilité politique pour nous en France, par exemple, on y reviendra, je pense, à pouvoir dire il faut faire quelque chose. On ne peut rien faire, puisque si on veut faire quelque chose diplomatiquement, on envoie un ambassadeur. Notre ambassadeur est parti à Téhéran il y a 15 jours maintenant. Scandale. Comment osez-vous envoyer un ambassadeur à Téhéran? Il faut renvoyer les ambassadeurs, les rapatrier tous, pour isoler le régime islamique. Comme si, terrorisé par le départ des ambassadeurs de France et d'Espagne, immédiatement la République islamique allait s'effondrer. Et on laissait ainsi toutes seules devant les mitrailleuses les manifestants iraniens, sans témoins. Et on a donc ainsi, aujourd'hui, et c'est un des problèmes sur lesquels on pourra débattre ensuite, une espèce de vision idéale du révolutionnaire généreux, la liberté guidant le peuple, qui va devant les mitrailleuses faire des morts. On compte les morts ici, il y a des gens qui passent leur temps à compter les morts, à vérifier. Il y en a 12 ou 13, je veux dire, 13, ah bon, très bon, 13. Ils comptent les morts
en disant aux gens « Bravo, j'encourage votre révolte, c'est magnifique votre révolte, je suis ici à Paris, hein, encouragez les révoltes. Et si je dis il faudrait peut-être faire pression du point de vue économique, politique ou nucléaire sur le gouvernement, non, non, ne parlez pas au gouvernement iranien, il n'existe plus, il est déconsidéré. Peut-être, mais en attendant, il est là. » Et donc une différence entre cette révolte populaire qui est là et un système politique bien efficace, qui depuis 43 ans est là, a une bonne expérience, une base populaire qui n'est pas négligeable, et comment faire pour arrêter le système. Petit détail, tous ceux qui plaident, qui montrent à juste titre la lutte à main nue des Iraniens contre la police, ils n'ont pas fait une étude très précise des méthodes de répression. Le président Raïssi, qui est un fonctionnaire, c'est un apparatchik, ce n'est pas un idéologue, c'est un apparatchik, il savait que ça allait chauffer. Il a donc réformé complètement la police au mois de décembre dernier, à peine 3 mois après sa prise de pouvoir. Pourquoi? Sachant que ça allait être difficile. Et donc, il est allé partout dans les provinces, parce que c'est quelqu'un de sérieux, pour voir les problèmes. Premièrement, pour essayer de les résoudre si on peut les résoudre, mais surtout prévoir comment organiser la répression en cas de problème. Et donc, il a fusionné la police nationale et les forces de sécurité des gardiens de la Révolution, qui dépendent désormais d'une seule structure de commandement, avec une meilleure coordination en matière de renseignement et en matière de répression. Donc désormais, c'est cette nouvelle structure qui exerce la répression avec meilleure coordination entre les forces des gardiens de la Révolution consacrées à la répression intérieure, ce n'est pas tous les gardiens de la Révolution, une partie seulement, et les forces de sécurité habituelles. Comment ça marche ce truc-là? Je n'ai vu aucun des gens qui dénoncent la répression en Iran analyser cette structuration. C'est important de savoir comment est organisée aujourd'hui la police iranienne. Si on veut la combattre, ceux qui voudraient la combattre, il faut savoir comment ça marche. Je n'ai rien vu, sinon des discours qui me rappellent le général Nivelle à Verdun, chemin des dames, allez-y les enfants, faites-vous tuer, et je ferai des monuments aux morts, c'est la gloire de l'armée française, et quand il y a eu 200 000 morts, mais bon, Nivelle a été retiré, c'est Pétain qui est venu ensuite. Mais donc, excusez-moi quelquefois d'être un peu véhément dans mes propos aujourd'hui, mais ça fait 50 ans que je fréquente l'Iran, je suis interdit de séjour comme tout le monde, mais j'ai une certaine affectivité par rapport à ce terrain de recherche qui, pour chercher en sciences sociales, est quand même plus qu'un terrain. Et de voir que la dynamique de la société iranienne, que j'ai essayé de montrer avec mes collègues pendant 40 ans, cette dynamique, elle existe, on voit qu'elle est là, elle pourrait s'exprimer, et que ceux qui pourraient aider à la libération de ce système-là font tout le contraire, hein, et soutiennent la politique la plus répressive du gouvernement iranien en disant il ne faut rien faire, il faut boycotter, il faut se retirer d'Iran, et la République islamique va s'effondrer. Une naïveté confondante qui fait que pendant ce temps, pendant qu'on vient de parler, il y a certainement eu 5 ou 6 morts de plus à Téhéran. Et donc cette situation de révolte ou de révolution, juste pour ça, il n'y a pas de leader, évidemment. Juste pour rester encore sur ce thème, par rapport aux manifestations qui ont eu lieu il y a quelques années, c'était en 2008 notamment, quelles sont ces spécificités? Elles semblent beaucoup plus larges, beaucoup plus réparties sur le territoire, elles semblent plus denses. Est-ce que tu peux faire une brève anatomie par rapport à ce qui s'est passé par là? Ça paraît vraiment nouveau, oui, alors que... Tout à fait. C'est un mouvement tout à fait neuf. Il n'y a jamais eu un mouvement de ce type-là en Iran. Mais c'est un mouvement, c'est un conflit de basse intensité, comme diraient les militaires. Basse intensité, c'est-à-dire comme en Syrie. Il y a des révoltes partout, mais ce n'est pas 500 000 hommes opposés à une armée de 500 000 hommes. C'est des conflits éclatés partout, avec des forces quelquefois plus ou moins grandes, mais c'est un conflit de basse intensité. C'est-à-dire qu'il y a des manifestants ici, dans le quartier, place du Panthéon, la police arrive, il y a 50 manifestants, il y a 2 morts, et puis ça s'arrête, ça disparaît. Et puis, mais c'est une autre manifestation, place Gambetta, dans le 20e, ce soir. La police y va, et ça fait 3 morts. Et ça éclate ensuite quelque part à Versailles, et puis à Saint-Quentin. Bref, des explosions multiples, parce qu'il n'y a pas de leader, justement. Oui, ça sort des tripes. C'est une révolte spontanée. Donc, elle n'est pas maîtrisable. Elle va continuer tout le temps. Elle ne va jamais s'arrêter. Parce qu'il n'y a pas de leader qui dit « fais ceci, fais cela ». En fonction de circonstances locales, d'appels sur Internet éventuellement, on se retrouve à tel endroit et on va crier « mort au guide ». Bon, on se retrouve à 50 et voilà. Et après, c'est fini. Mais ça repartira sans arrêt. Parce que c'est un conflit également de forte intensité. Basse intensité, mais forte intensité. Ce qui fait que tout le monde est concerné un peu partout. Mais je fais de la géographie, et je n'ai pas encore vu, je n'ai pas eu de données assez importantes pour vérifier que c'est partout pareil. Et j'ai pu constater, le journal Etemad, qui est un journal de réformateur en Iran, a fait une carte de la répression en Iran. Et on voit des régions où il n'y a pas eu de morts. Et bon, ça aurait pu se savoir s'il y en avait eu.
qui sont comme par hasard les régions les plus traditionnelles d'Iran, qui ont voté pour Raïssi, autrement dit où il y a un système assez fort, et où se révolter est extrêmement difficile. Donc, ça se trouve partout. Toutes les classes sociales, j'en sais rien. Pour l'instant, ce sont des gens qui sont sur Internet, qui sont un petit peu sur le terrain. Donc, sur Internet, tout le monde n'est pas sur Internet quand même si beaucoup de gens le sont. Donc, c'est des catégories sociales assez limitées, des jeunes de 15 à 25 ans, les étudiants. C'est extrêmement limité. Et tant qu'ils n'ont pas, ils ne sont pas organisés, et tant qu'il n'y a pas de secours d'une masse de gens venant de la classe moyenne, ce mouvement restera ainsi dispersé et irréductible, mais dispersé. Est-ce qu'il a, là encore, avec ce qu'on a pu voir ailleurs ces dernières années, je pense à un pays radicalement différent qui est la Tunisie. Alors, la Tunisie a fait vraiment bouger les choses parce qu'il y avait une structuration de la société civile. Et en particulier, il y avait le rôle de l'EJDT. Est-ce qu'il y a quelque part en Iran des organisations de la société civile qui sont en capacité peut-être de contribuer à la structuration d'un mouvement comme ça ou pas? Apparemment, il n'y a rien, parce que les revendications, c'est femmes, vie et liberté. C'est parfait, c'est universaliste, hein, mais ça ne parle pas à une catégorie particulière. Hein, et donc, il n'y a aucun groupe social, aucun groupe économique qui va se trouver directement impliqué dans ce genre de mouvement. Ça concerne tout le monde. Et donc, cet universalisme est un handicap pour la structuration, justement, pour un clivage important. Dans les milieux les plus islamistes, il y a des féministes qui sont donc pour certains mouvements, mais pas la chute de la République islamique pour autant. Il n'y a pas de structuration. Et les quelques réformateurs qui ont voulu faire des choses, on partira des clivages à l'intérieur de la République islamique, n'ont pas écouté, il n'y a rien. Il n'y a aucune structuration. Et le problème, c'est que ça fait maintenant presque 2 mois et demi que ça dure, ça n'évolue pas. Et alors, question aussi un peu subsidiaire, si j'ose dire, c'est que tu as évoqué tout à l'heure mai 68. Alors, mai 68, c'est une révolution culturelle, quelque part, incontestablement, et ça a changé en profondeur les choses. Oui. Mais sur le plan politique et dans l'immédiat, le résultat du mois de juin 1968, ça a été un raz-de-marée gaulliste. Absolument. Alors, ma question, évidemment, c'est est-ce qu'il va y avoir un raz-de-marée gaulliste en Iran? Je veux dire, quelle est la part de ces révoltés et puis de cette majorité, enfin, je dis majorité, je me trompe peut-être, oui, silencieuse, qui ne dit rien. Autrement dit, est-ce que le pouvoir, quelque part, avant de revenir à devenir au système politique iranien, est-ce que finalement il n'y a pas une majorité de population qui continue à soutenir le pouvoir? C'est ça la grande ambiguïté de ce genre de mouvement. Et on ne sait pas. Et mon analyse est que les choses sont complexes. Alors, dire complexe, ça ne veut rien dire, parce que forcément tout est complexe partout. Mais on se rend compte qu'après 2 mois et demi de manifestations, la classe moyenne qui a les mêmes idées que les révoltés, hein, n'est pas rentrée en masse dans le mouvement. La grève générale de la semaine dernière a été quelques magasins qui ont fermé ici et là. J'étais en Iran en 77, en 78. La grève générale, je vous garantis, ça se voyait parce que tout était fermé, il n'y avait pas un magasin. Tout était fermé, ça n'a aucun rapport. Parce qu'il y a d'autres intérêts en jeu. Et il n'y a pas de convergence des luttes, comme on dit. Elles n'y sont pas. Et il y a beaucoup de freins. Il y a beaucoup de freins. Et donc, on ne voit pas comment ça pourrait se développer. Et géographiquement, tout le monde n'a pas été dans la bagarre, dans le mouvement. Donc, est-ce qu'il y a moyen d'ouvrir cela? Tel que je vois la force de la République islamique, avec ses moyens culturels, qui essaie de faire venir le paternalisme à la place de la révolution islamique. Je veux dire, petit détail, Raïssi, il est de Mashhad, dans l'est de l'Iran. Mashhad, c'est le plus grand pèlerinage du monde, avant la Mecque ou avant Rome. Tous les Iraniens s'appellent Reza. Le tombeau de l'imam Reza est là. Et la fondation de l'imam Reza est la fondation qui est plus riche que la compagnie des pétroles iraniennes. Bon, c'est un empire économique, un trust économique considérable. Un trust moral aussi. Tout le monde respecte l'imam Reza, même si on ne croit pas en Dieu en Iran. Et Raïssi a été le premier directeur de cela il y a quelques années. C'est son beau-père qui est maintenant le patron. Et cette force est importante, c'est l'islam traditionnel, patriarcal. Ça, c'est en place, contre l'islam de Qom, qui est l'islam révolutionnaire. Et donc, le régime islamique utilise actuellement, avec habileté, cette culture islamique traditionnelle. Les filles ont toujours été mariées à 15 ans, monsieur. C'est une tradition, n'est-ce pas? Donc, revenons à ces bonnes vieilles traditions iraniennes, n'est-ce pas, hein? Ça a toujours été le cas. Alors, arrêtons cette ouverture culturelle. Bon, il y a une force très, très lourde de ce point de vue-là, très lourde, qui est habile de la part du régime, qui est très habile, qui font que des gens vont dire, bon, le Tchador, oui, d'accord, je suis contre, mais bon, je ne vais pas me faire tuer pour ça. Je ne vais pas me faire tuer pour ça. Donc,
Actuellement, les morts qui ont été commis, les crimes qui ont été commis, fait que le mouvement de non-retour est atteint. Le mouvement ne s'arrêtera pas. Donc la victoire de la révolte est acquise. Le problème, c'est que c'est une révolte culturelle et que politiquement, il y a une autre étape. Et personnellement, je ne vois pas actuellement comment on peut arriver à une autre étape si des questions sur l'économie et sur le nucléaire, notamment, ne sont pas résolues. Parce que ça, ce n'est pas que les Iraniens réclament, comme disait Khomeini, du pain et des pastèques, ni le nucléaire, ce n'est pas des priorités de la société, mais c'est sur la table. Et tant que ces questions-là ne sont pas résolues, la question culturelle sera évidemment écrasée et marginalisée. Alors c'est le lien avec le deuxième temps, si je puis dire, que tu as déjà évoqué, évidemment, qui est la question du régime. Alors peut-être que tu pourrais nous rappeler cette structuration très particulière. Il y a une dimension démocratique dans un cadre extraordinairement contraint, très limité, et puis il y a la dimension qui n'a rien de démocratique, qui est évidemment le pouvoir du guide. Est-ce que tu peux nous refaire une sorte de schéma de ça, en introduisant évidemment maintenant les rapports de force, et les rapports de force qui sont aujourd'hui très clairement en faveur des ultra-conservateurs, sans doute, comme tu l'as dit au début, notamment grâce à Trump, qui a évidemment favorisé les plus durs dans ce régime. Est-ce que tu peux nous faire une espèce de schéma de ces, à la fois d'aspect, disons, institutionnel et des rapports de force? Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, la constitution iranienne a été traduite, a été fait rédiger par Hassan Habibi, qui était à Neauphle-le-Château. Et quand Khomeini, on le dit, il faut une constitution. Khomeini ne prévoyait pas cela. Dans une constitution, alors Habibi, qui était juriste, a pris la constitution de la Ve République, il l'a traduite en persan pour avoir une structure de base à partir de laquelle on pourra évoluer, ajouter des choses. Mais fondamentalement, c'est la même chose au départ. La structure était la même. Après, ils ont rajouté des chapitres et mis un chapitre évidemment au-dessus, très important, le guide, avec son pouvoir d'autorité sur l'ensemble de la société et des systèmes politiques. Donc, il ne faut pas oublier quand même que l'Iran est une république. Les Iraniens sont républicains. La preuve, quand il y a le vote est truandé, il dit « oui, mon vote ». Et les Iraniens ont pris l'habitude de voter dans tous les milieux sociaux, y compris les plus traditionnels. Et ça, c'est un élément révolutionnaire très important, qui est ancré dans la société. Et donc, on dit souvent le pouvoir du guide au-delà. Oui, c'est vrai qu'in fine, le guide est au-dessus de tout. Mais il a autour de lui tout un bureau très important, où on retrouve toutes les tendances politiques, tous les has-been, ou tous les gens qui ont joué un rôle dans la République islamique sont autour du guide. Ils veulent les avoir autour de lui, plus ou moins, pour contrôler le système. Parce qu'on n'est pas tous d'accord, mais on est tous d'accord au moins pour que le système soit maintenu. Et donc, il y a autour du guide des gens d'opinions un peu différentes. Et c'est le guide qui est au pouvoir quasiment depuis 45 ans. C'est un homme extrêmement expérimenté. C'est le chef d'État le plus expérimenté, le plus habile du monde. Depuis 43 ans, dans un pays pas facile, dans des circonstances très difficiles, il est toujours à la manœuvre. Et ma foi, il l'emporte assez bien. Donc il ne faut pas sous-estimer son pouvoir. Mais de là à dire que tout est dans les mains des religieux, c'est faux. Anecdote, voir les gardiens de la Révolution, qui, lors de l'élection, il y avait Ahmadinejad contre Rafsanjani. Et j'ai rencontré... Recording in progress. De ça. Un étudiant qui était général gardien de la Révolution, parce que les anciens généraux ont eu des bourses d'études, ont fait un doctorat, et donc j'ai connu cet étudiant, et j'ai appris ensuite qu'il était général. Alors je lui ai dit ensuite, bon, Ahmadinejad arrive au pouvoir, tu vas être ministre du logement. Il a fait une thèse d'urbanisme. Et il m'a dit, non, parce que j'ai vu Ahmadinejad, j'ai été contacté par son bureau, je ne veux pas prendre de responsabilité, parce que moi j'ai fait ma thèse, tu le sais bien, il y a à peine 5 ans, Ahmadinejad a fait son doctorat en 84. Moi en 84, j'étais sur le front et j'ai été blessé. Donc, ces genres de résistants de 1945, j'en veux pas. J'ai dit, tu as donc voté pour Rafsanjani. Il m'a dit, jamais de la vie. Jamais de la vie. Parce que ces enturbanés, pendant que j'étais au front me faire battre, ils mettaient de l'argent dans les poches. Et donc je voterai pour n'importe qui. Donc j'ai voté pour Ahmadinejad, pas pour travailler avec lui, mais j'ai voté pour lui contre Rafsanjani. Ces mollahs, ce n'est pas le même genre de... On n'est pas de la même... On soutient la République islamique, je respecte les mollahs, la religion, mais on n'est pas du même... On n'est pas pareil. Sans compter ensuite les technocrates, que je disais pas tout à l'heure, le troisième groupe. L'Iran est un pays de très haut niveau en matière de formation. Dès l'époque du Shah, c'est déjà pas mal, et aujourd'hui, c'est très important. Ces gens-là, ils veulent en irrigation, en électricité, en atomique, pour faire des fusées qui vont dans des satellites, pour faire une bombe atomique, pour faire des drones extrêmement efficaces.
Et il faut une technologie qui est nationale, qui est iranienne. Donc ces gens-là qui travaillent dans le système, ils préféraient travailler certainement dans un contexte plus ouvert. Hein, mais concrètement, je suis dans une usine des gardiens de la Révolution pour faire des drones avec des systèmes de guidage. Je fais mes systèmes de guidage, je suis bien payé d'ailleurs, et donc je joue le jeu. Le système marche pas mal pour moi. Et ces gens-là sont aussi des gens qui soutiennent le régime. Donc, on a cette population républicaine et au-dessus, effectivement, des gens qui se connaissent très bien depuis 43 ans. Et sont les mêmes qui gouvernent depuis 43 ans. Et donc, on a eu en France des amis de 30 ans, là, c'est des amis de 43 ans. Vous imaginez l'amitié qu'il y a entre tous ces gens-là. Je sais très bien ce que tu as fait, l'accent terroriste rue de Rennes à Paris ou bien en Allemagne. Je sais très bien l'argent que tu as mis de côté. Je sais très bien que tu as volé. Je sais très bien le piston. Donc, tout le monde connaît les crimes du voisin. Pas question de se dénoncer mutuellement, ça serait... Mais chacun se tient. Et on sait très bien aujourd'hui qu'après 43 ans, quand même, il faut changer. Le guide, 83 ans, mais est en bonne forme entre nous, risque de rejoindre l'enfer ou le paradis prochainement. Donc, des questions se posent. Donc, attention, chacun prévoit comment sortir du trou. Mais je vois plutôt cela que des conflits dans l'intérieur importants, mais avec, pour l'instant, une solidarité au niveau du régime qui est extrêmement forte, parce qu'il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas d'alternance extérieure. À l'époque, en 77-78, les mouvements communistes étaient importants, les mouvements libéraux étaient importants, nationalistes, les mouvements islamistes étaient importants, il y avait plusieurs alternatives. Aujourd'hui, il faut constater, la diaspora iranienne est apolitique, soutient le peuple iranien en révolte, mais n'ont aucune proposition. Les royalistes sont sympathiques, mais ne répondent rien. Les moudjahidines du peuple sont maintenant à coquiner avec les Israéliens pour faire des attentats en Israël, en Iran. Bon. Donc, ils ne représentent pas une force politique d'alternance. Et donc, la question qui se pose aujourd'hui, à mon avis, du point de vue politique, c'est quels vont être, dans le cadre du gouvernement iranien actuel, les gens qui vont se dissocier pour essayer de sauver la baraque ou sauver leur peau dans le système, en faisant tomber les mollahs et les gardiens de la Révolution qui vont tirer la peine du jeu. Ou au contraire, les mollahs traditionnels, ceux de Machhad, les bons Iraniens qui s'appellent Reza, qui soutiennent l'imam Reza, vont essayer, avec du nationalisme iranien, ça marche toujours, essayer de reprendre un pouvoir avec un islam modéré, comme il faudrait. Donc on fait tomber quelques têtes et on promeut un islam de la justice, un islam humaniste. Bon, c'est une alternative aussi pour que les mollahs trouvent leur place dans le nouveau système. Alors on voit aujourd'hui effectivement un certain nombre de gens qui parlent, mais il n'y a pas eu de voix dissonante tellement. On n'a pas vu de voix dissonante. Les uns et les autres qui ont dit il faudrait que la police des mœurs soit mieux contrôlée, d'autres. Mais on l'a vu l'autre jour dans un discours de Raïssi très véhément devant une troupe qui était fidèle, quelqu'un qui s'est levé avec un discours extrêmement violent contre le guide, contre le président de la République, disant vous massacrez les gens, votre système est inacceptable, il faut en changer, partez. Quelqu'un qui était du système. Et puis c'était une réunion des Bassidji, quelque chose comme cela. Mais on n'a pas vu grand-chose d'autre. Effectivement, qui d'autre peut prendre le pouvoir? La question est qu'aujourd'hui, les manifestants disent abat le dictateur. D'accord, on brûle les effigies du guide. On dit abat les mollahs, on fait tomber le turban. Mais bon, so what? Qu'est-ce qu'il y a après? Et il y a très peu de restructuration. Et de l'extérieur, où il pourrait y avoir, au moins au niveau des diasporas qui comprend des gens intelligents, des propositions de restructuration, de faire quelque chose, de bouger un petit peu, parce que sinon, comme j'ai dit, le mouvement est irréversible, et il y aura donc 30 morts par semaine, ou plus quelquefois, et ça peut déraper complètement avec un Tiananmen à l'iranienne, si jamais ça prend trop de proportions, et un régime qui reprendra le pouvoir. Donc c'est assez décourageant de voir qu'effectivement, 43 ans de dictature, c'est plus que l'époque du Shah, qui avait stérilisé, mais pas complètement la vie politique, et aujourd'hui, c'est vraiment stérilisé. Et les réformateurs, ils sont toujours là, mais qu'est-ce qu'ils représentent? Bien, c'est encourageant tout ça. Donc, on voit qu'il y a des dialectiques multiples qui peuvent se nourrir, là. Ce qui veut dire aussi, si je prolonge sur l'analyse, enfin, c'est que ce régime, quoi qu'on en pense, est très fort, quoi, puisque chacun, au-delà des différences qu'ils peuvent avoir les uns par rapport aux autres, se tiennent. C'est ça l'idée. Et donc, il n'y a aucune espèce d'interstice dans lequel on pourrait avoir un moment justement de dialectique qui remettrait en question progressivement ce système. Tant que le mouvement reste culturel, tant que ce sont les gens de 15 à 25 ans qui manifestent par petites émeutes ici et là, ça peut se gérer. C'est très désagréable pour un gouvernement, ça peut se gérer. Tant qu'il n'y a pas une masse de gens
la classe moyenne, on y reviendra, qui rentre dans la révolte et qui soit amené à le faire pour une raison ou pour une autre, le gouvernement, quel qu'il soit, peut résoudre le problème. S'il avait vraiment une grève générale et que la majorité de la population active de 30 à 50 ans rentre dans le mouvement et a des revendications, mais on l'a vu, elle ne peut pas revendiquer parce que la crise économique l'écrase complètement, la stérilise. C'est une réalité. Alors j'anticipe peut-être en disant, hein, levons les sanctions économiques. Ouais. Oui, donc c'est le troisième volet de ce que je voulais évoquer avec toi, enfin t'entendre là-dessus, c'est évidemment la question du nucléaire. Mais finalement, tu en as parlé à plusieurs reprises, et c'est central, puisque l'évolution en profondeur dont tu as parlé, si l'accord de 2015 avait été mis en œuvre, probablement il y aurait eu une accélération de ces éléments positifs que tu évoquais tout à l'heure, parce qu'il y aurait une classe moyenne qui aurait eu les moyens. Enfin bref, on aurait des mouvements en profondeur qui feraient un Iran, au bout de 5 ou 6 ans, peut-être un peu différent de ce qu'il est aujourd'hui. Malheureusement, il y a eu la décision de Trump 2018 et qui a été contre-productif sur tous les plans, finalement. On le savait d'emblée, bien sûr. Mais si on en reste un instant sur l'aspect strictement nucléaire du sujet, il y a eu donc... c'est une affaire qui remonte à 20 ans. Hein. La première fois que l'opposition en exil indique qu'il y a des installations nucléaires qui ne sont pas déclarées à l'AIEA, ça remonte à 2002, si je ne me trompe pas. Il y a eu des premières négociations dès 2003. Donc ça fait 20 ans que ça dure. Et entre-temps, eh bien, l'Iran a eu l'occasion de faire beaucoup de progrès en matière de technologie et d'enrichissement d'uranium, qui est quand même le point central. Et si j'ai suivi l'actualité ces dernières années, j'ai eu le sentiment que dans un premier temps, l'Iran a essayé de ne pas trop bouger juste immédiatement après 2018, c'est-à-dire qu'ils ont continué à assumer leurs obligations, à accepter la présence des contrôles de l'AIEA, et puis à partir de disons, début 2021, et en particulier avec l'élection de Raïssi en juin 2021, on a fermé tous ces contrôles de l'AIEA, donc l'AIEA n'a plus les moyens de voir ce qu'il en est, et les dernières annonces de l'Iran, c'est on n'est pas loin de 60% d'enrichissement d'uranium, ce qui signifie qu'on est très proche de ce qu'on appelle le seuil nucléaire, c'est-à-dire de la capacité d'un pays à se doter d'armes nucléaires en un délai très court. Alors, sans parler évidemment de tout ce que tu as évoqué, c'est-à-dire la capacité aussi des missiles, qui sont tout de même un élément central dans cette affaire. Donc, est-ce qu'on est vraiment déjà dans une sortie, parce que ça signifie très clairement que, il faut le rappeler quand même, que l'Iran est membre du traité de non-prolifération des armes nucléaires, entre parenthèses, alors qu'Israël n'a jamais voulu être... Et c'est une puissance nucléaire, Israël, il ne faut jamais oublier cet élément. Donc, on est quand même proche d'une sortie du TNP, parce que c'est ça que ça signifie. Si on va trop loin, eh bien, on est donc hors TNP, comme l'a fait d'ailleurs il y a maintenant longtemps la Corée du Nord, qui était membre du TNP et qui en est sortie. Donc, quelle est ton analyse du nucléaire et de ses implications Et donc, dernier mot, évidemment, l'accord, on a organisé avec Bernard, il y a quelques mois, au Sénat, un événement de réflexion sur cette question, et on pensait qu'on n'était pas trop loin d'un accord possible. C'était en janvier-février, nous sommes au mois de décembre, et j'ai l'impression que cet accord, maintenant, appartient un peu à une chimère, quoi. Je ne sais pas, quelle est ton analyse ? C'est des rendez-vous manqués un peu catastrophiques. Effectivement, en 2015, c'était l'espoir, et même si c'était naïf quelquefois, que l'Iran, la société civile iranienne, allait enfin pouvoir s'exprimer, et politiquement, ça a pu changer. Aujourd'hui, beaucoup de gens en Iran disent « notre problème, ce n'est pas le nucléaire ». C'est pas une question. Et au contraire, les religieux utilisent le nucléaire pour amener à être reconnus comme une puissance, comme un gouvernement. Or, nous ne reconnaissons pas ce gouvernement, donc il ne faut pas discuter du nucléaire. C'est une vision un peu naïve, parce que le nucléaire, il avance tout seul. Et qu'actuellement... La question des sanctions, bien sûr. Et sanctions. Il n'y a pas de sanctions les sanctions économiques ayant été imposées. L'Iran, donc, s'est affranchi de tous les contrôles de l'AIEA, qui étaient absolument considérables. L'Iran était vraiment c'est le pays le plus contrôlé du monde jusqu'à il y a quelques années. Aujourd'hui, ils s'en sont affranchis complètement. Et effectivement, le contrôle de l'AIEA est extrêmement léger aujourd'hui, quasiment nul. Ce discours en Iran d'enrichir le nucléaire, c'est un discours nationaliste. L'Iran fait la bombe, c'est le Shah qui avait commencé, et ça continue en République islamique. Il n'est pas sûr que l'Iran veuille aujourd'hui une bombe atomique.
Parce qu'avoir une bombe atomique, c'est très difficile politiquement à gérer et ça serait difficile. Par ailleurs, les Chinois et les Russes, qui actuellement sont un peu les parrains de l'Iran, ne tiennent pas à ce que l'Iran, en plus, ait une arme atomique. Donc ce n'est pas l'arme qui est importante. Mais si l'Iran arrive à avoir effectivement, comme aujourd'hui, la capacité de faire en quelques mois de l'uranium à 90%, en quantité suffisante pour faire une ou deux bombes atomiques, et techniquement, ce n'est pas un problème aujourd'hui. Devenir un état du seuil. Un état du seuil. Deuxièmement, au point de vue détonique, c'est-à-dire faire une bombe, c'est un autre problème, ça demande un petit peu de temps aussi, paraît-il, 1 ou 2 ans ensuite, pour faire une bombe atomique. Il faut avoir l'énergie, mais il faut aussi faire la bombe, et ensuite la mettre sur un vecteur. Mais ces questions techniques sont peu importantes, finalement, politiquement. Un pays comme l'Iran, aujourd'hui, aurait effectivement, dans ses stocks, à 300 mètres sous terre, l'uranium à 90% ou 80% pour faire une arme atomique, c'est suffisant pour dire ce pays est un pays du seuil crédible et donc politiquement il faut réagir. Que va-t-il se passer à ce moment-là? Tout le monde va s'intéresser à l'Iran, non pas aux manifestants, mais au gouvernement iranien, qui est responsable de cela. Et donc le nucléaire deviendra, pour la France, pour l'Allemagne, pour les États-Unis, pour tout le monde, la question centrale. Question politique, question de sécurité régionale. Israël aussi sera intéressé par ce genre de débat. Autrement dit, les questions de politique internationale vont arriver sur le devant de la scène, malgré les manifestants d'aujourd'hui, c'est une autre chose, mais ça va leur être imposé. Et très rapidement, si on en juge par les décisions iraniennes récentes, d'enrichir à Fordo, dans la dernière centre, avec des centrifugeuses de haute technologie, qui peuvent en quelques semaines amener à faire de l'uranium à 60% et même à 90% dans des délais extrêmement brefs. Ça, c'est clair. Que faire à ce moment-là? Et je pense qu'à ce moment-là, et des acteurs, notamment Moussavian, qui a été un des négociateurs des discussions sur le nucléaire avec Niculo en 2003, est allé aux États-Unis, il est interdit de séjour en Iran après quelques séjours en prison, a fait un papier récemment disant si ça continue comme cela, le problème c'est que l'Iran étant sous sanctions va vouloir aller plus loin et sortir du TNP. En disant puisque les sanctions économiques ne sont pas levées, eh bien, je vais jusqu'au bout. Je vais jusqu'au bout. Et l'arme suprême étant, non seulement je peux faire une arme atomique, mais je me retire du TNP, ce qui symboliquement, évidemment, est extrêmement fort. Et à ce moment-là, c'est toute la communauté internationale qui est en mouvement, avec toutes les choses incontrôlables qui peuvent se passer. Et évidemment, la révolution culturelle iranienne, dans ce contexte-là, eh elle passera à la trappe. Et on pourra réprimer facilement les manifestants à Ispahan, où il y a 3000 manifestants étaient là, il y a eu 300 morts. Écoutez, c'est bien joli votre problème de 300 morts à Ispahan, mais nous avons la bombe atomique, et ça c'est autrement plus important. Et donc il y a un vrai problème là, et ne pas vouloir voir cette réalité est à mon avis incompréhensible. Et aujourd'hui, on a bien vu au Parlement français hier des votes unanimes pour dire nous demandons au gouvernement français d'arrêter toute discussion sur le nucléaire. C'est ce que veut le guide. Le guide a dit très clairement, le JCPOA, l'accord sur le nucléaire, numéro 1, 2, 3 ou 4, je n'en veux pas, tant qu'on n'a pas levé les sanctions. Autrement dit, la question est sur la table. Et en disant aujourd'hui, nous demandons à ce que la France, l'Angleterre, l'Allemagne et les États-Unis se retirent de toute négociation avec le nucléaire, c'est exactement ce que veut le guide. Et je ne comprends pas cette logique ubuesque, suicidaire. Alors, mais il dit, parce que si vous négociez avec le gouvernement, vous le considérez. Je ne le considère pas, il est là. C'est lui qui vous tire dessus, il existe physiquement. On a beau lui dire par un tweet, dégage, mais il ne dégagera pas. Et donc là, il y a un vrai problème. Et une des hypothèses est, premièrement, conséquence première, les pays voisins vont commencer à penser au nucléaire un peu plus sérieusement, Arabie Saoudite et autres, ou Égypte, logiquement. Ils vont s'armer de façon conventionnelle encore un peu plus, de rendre plus opérationnel, parce qu'effectivement l'Iran est devenu une puissance militaire conventionnelle pas si mauvaise. Il manque de chasseurs bombardiers, il manque de chars d'assaut, mais les missiles qu'ils ont sont d'une efficacité, ma foi, remarquable. Ils ont été capables de toucher les raffineries de pétrole saoudiennes il y a 2 ans, capables à 10 mètres près des cibles atteintes en Irak après l'assassinat de Soleimani. Ils ont été à quelques mètres près capables, à Erbil, il y a quelque temps, de bombarder un site israélien supposé. Tout le monde sait cette réalité. Donc, et ils ont une expérience de la guerre aussi, c'est fondamental. Ils savent se battre. L'Iran est la seule armée nationale, l'armée irakienne ayant été dissoute, ils ont une tradition militaire qui a été revalorisée par la Syrie. Et les jeunes générations qui ont 40 ans, ils ont combattu en Syrie, de façon conventionnelle, entre guillemets. Donc, ils savent gérer les choses. Autrement dit, il risque d'y avoir un surarmement
ou une méfiance du renversement conventionnel dans la région, ce qui n'est pas pour favoriser la paix régionale, avec un acteur comme Israël. Je n'ai jamais cru, et dans le bouquin de Niccolo, il en parle à plusieurs reprises, des gens utilisaient, le nucléaire iranien a été utilisé par Israël notamment pour coloniser la Palestine. Encore. Le danger, c'est l'Iran. Regardez, la bombe atomique va tomber pendant ce temps. Regardez pas en Cisjordanie. Exactement comme maintenant en Iran. Hein, on va voir le nucléaire, on verra le nucléaire, et la société iranienne qui manifeste passera à la trappe. C'est un grand parallélisme. Mais Israël, je ne pensais jamais qu'Israël allait bombarder l'Iran comme ça. Par contre, aujourd'hui, ce n'est pas la force Barkhane qui va partir quitter le Mali pour aller en Iran. Hein. Ce n'est pas l'armée iranienne, l'armée, américaine, après l'Afghanistan, qui partira, et l'Irak, ni l'armée française en masse, après la Libye, qui partira, et maintenant Henri Lévy, qui partiront en Iran. Bon. Donc, quel est l'acteur sur le terrain? Israël, qui directement ou indirectement peut passer à l'action. Hein. Ils ont été très efficaces en assassinant des ingénieurs de façon qui montre que dans le système iranien, il y a des agents israéliens très bien informés, très efficaces, remarquablement efficaces, capables de faire des très, très gros dégâts. Donc, si ça se passe, vous imaginez une action militaire terroriste israélienne à Fordo ou à Natanz, avec quelque chose de spectaculaire, outre le fait qu'il y a peut-être l'uranium enrichi en l'air qui est un problème écologique, mais sur le plan national, attendez, c'est la nation iranienne qui est attaquée. Et donc, unité nationale, pas complètement. Certains diront que les Israéliens auraient dû bombarder plutôt les Mollahs que Natanz, d'accord. Mais en attendant, unité nationale. Et le gouvernement iranien, quel qu'il soit, va se retrouver renforcé. Ce qui ne plaira pas à Israël forcément, mais en attendant, à court terme, hein, c'est une action qui pourra battre les cartes et créer une certaine perturbation entre les pays de la région qui laissera Israël tranquille. Hein. Donc, on ne va pas aller trop loin dans ce débat et voir toutes les conséquences d'une action de ce type-là, mais tel que c'est parti, et si effectivement les pays concernés par le nucléaire, et concernant la France essentiellement, le président Macron étant un des rares à avoir dit « je continuerai à serrer la main de Raïssi s'il fallait serrer la main ». Un diplomate est là pour aller serrer la main des adversaires. Il n'est pas là pour la parade. Donc il est normal d'envoyer des diplomates sur place et de négocier, de trouver des contraintes, de contraindre l'Iran à arrêter son programme nucléaire. Parce que c'est dangereux sur le plan militaire et pas c'est dangereux pour la société iranienne. Mais difficile à faire admettre. Et côté iranien, ils ne bougeront pas tant que les sanctions économiques sont là, qui fait que l'Iran est un pays sous-développé, alors qu'il a un potentiel remarquable. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, il faut lever les sanctions? On va dire l'argent va donc arriver à flot dans le gouvernement iranien, des milliards de dollars bloqués ici et là. On soutient les mollahs, peut-être, mais ne vous inquiétez pas, les gens en place, pour l'instant, ils bénéficient du marché noir. Et donc, quand l'Iran exporte du pétrole en Chine, hein, le pétrole est vendu, mettons, à 100 $, hein, et il y a 15 $ pour moi, 10 $ pour toi, et comme il y a 30% de réduction par les Chinois, il n'y a pas beaucoup d'argent qui rentre dans la caisse de l'État iranien. Et par contre, dans la caisse de tous ceux qui profitent du marché noir, il n'y a aucun problème. Donc le système iranien, l'argent des mollahs, ne vous inquiétez pas, il est actuellement en de bonnes mains. Et l'ouverture de l'économie va arranger le gouvernement dans un premier temps. Il va surtout libérer la classe moyenne. Alors effectivement, quand on joue aux échecs, il faut accepter de perdre un pion aux dames pour prendre le roi. Si on n'accepte pas de perdre à court terme un certain nombre de choses ou de trouver des négociations, les diplomates dans la salle, ils sont une certaine expérience de ça. Pour comment, en négociant, à trouver des moyens d'avancer en terrain miné, mais d'avancer pour arriver à un but. Et pas en disant « je refuse de discuter ». Si on refuse de discuter, c'est la mort certaine de la société. Pas des élites au pouvoir, qui elles s'en tireront toujours. Donc, il y a de vraies questions, mais qui, en France actuellement, sont un problème. Et le fait que le président Macron ait reçu les opposants, et en même temps, et dit, en même temps, macronien, mais là, pour une fois, je serais vraiment d'accord, il faut continuer à aller au charbon, parce que la question du nucléaire est une vraie question, hein, et on ne peut pas en faire abstraction. Alors que faire? Parce que si on dit que la France doit contribuer à lever les sanctions, d'abord les entreprises ne repartiront pas comme en 2015, c'est évident. Hein. On a nos otages. Il y a Fariba qui est en prison, mais il y en a 7 autres en prison. 6 autres. Et des gens apparemment n'importe qui. Les derniers otages étaient des gens qui se promenaient, qui ont été pris parce qu'ils ont grillé un feu rouge. Enfin, c'est un vrai problème. Hein. Mais bon, la politique ne se fait pas comme ça. Et ce qui est terrible, c'est que ça assèche aussi toute possibilité, on en parlait, souviens-toi, il y a quelques temps, toute possibilité de collaboration des universitaires qui iraient maintenant
qui sont invités à Téhéran. Enfin, ça assèche tout ce terreau qui, à terme, est quand même extrêmement porteur, quoi. Il y a un problème en Iran qui est une réalité, qui est l'émergence d'une société dynamique, exceptionnellement dynamique dans tout le Moyen-Orient, toutes catégories confondues. Les anciennes générations qui ont fait la guerre Irak-Iran et la révolution, ils ont une expérience politique, de l'islam politique exceptionnelle. Ils en sont revenus pour beaucoup. Et ce seul pays ayant fait une expérience de l'islam politique, avec des religieux, des ayatollahs qui réfléchissent à ça. La place de l'islam dans la société, le rôle de la charia. La charia, ce n'est qu'un texte de loi qui peut se réformer. Ils disent pourquoi utilisons la charia du XIe siècle et pas une charia modernisée d'aujourd'hui. Bon, il y a beaucoup de gens de la génération de 60 ans et plus qui ont fait une vraie réflexion là-dessus. Les générations de 30-50 ans aussi sont prêts à bouger. Et on le sait, ils sont diplômés, ils sont formés, ils veulent voir le monde contemporain. Le soft power iranien est remarquable. Pourquoi, à mon avis, Trump, l'Arabie Saoudite et Israël ont été contre l'accord du nucléaire 75 ? C'était un accord contre le soft power iranien. Qu'est-ce qui serait passé en 1975 ? Le nucléaire aurait été au frigo, pratiquement. Mais la société iranienne serait exprimée en cinéma, en littérature, en économie, en invention, etc. Et je suis ingénieur en informatique. Ce n'est pas simplement pour faire un système de guidage de drones pour bombarder l'Arabie Saoudite, mais je suis un ingénieur capable de faire un système de guidage. Et je pourrais utiliser ma technologie à autre chose. Et donc, le soft power iranien, dans un pays où l'Irak, grand pays ravagé, la Syrie, n'en parlons pas, l'Afghanistan, on peut pleurer, les pays d'Asie centrale ne sont pas encore sortis du trou, l'Arabie Saoudite, dans 30-40 ans, sera opérationnelle, pour l'instant ne l'est pas, il y a 85 millions d'habitants, avec l'histoire qu'ils ont, qui aurait été un pays, effectivement, dominant. Pas impérialiste, forcément, mais un pays dominant, un pays majeur, un pays incontournable dans le Moyen-Orient. Pour Israël, mieux vaut avoir quelques militants qui disent « Abat Israël » à Téhéran, que d'avoir un Iran sérieux en train de défendre des Palestiniens. Tant qu'on crie comme ça, c'est désagréable, mais c'est pas méchant. Si l'Iran était un pays musulman sérieux qui agissait intelligemment avec sa force de soft power politique et nuancée pour être un acteur vraiment des questions palestiniennes, ça changerait les choses en Israël. Tant que c'est un Iran un petit peu agaçant, bon, le Hezbollah est autre chose, mais enfin, bon. Dans ce soft power iranien qui est là, qui est arrêté. Et il faut le libérer. Comment ? C'est pas facile. Mais il faut aller au charbon. Et quand on dit maintenant, isolons l'Iran complètement, retirons l'Iran de toutes les organisations internationales, c'est faire en sorte que la répression soit à volet clos. On peut tuer comme on veut, pas de témoins. Déjà, il y en a très très peu, il y en aura encore moins. Et quand on dit retirer les ambassades, les diplomates sont pour l'instant les seuls autorisés à aller en Iran quand ils peuvent y aller, avec beaucoup de contraintes, mais ils sont au moins autorisés. Les touristes, c'est fini, on les met en prison, on les arrête comme otages, et les universitaires, on ne peut pas travailler. Et donc la société iranienne est victime de cela. Mes collègues à l'université, à cause de la prison de Fariba, je ne vais pas moi aller à Téhéran alors qu'elle est à 500 mètres de là, dans une conférence à l'université Beheshti. Mais ça m'embête, parce que je sais que mes collègues iraniens, ils m'écrivent, on voudrait travailler, alors on essaie de se débrouiller, mais ça bloque tout, ça bloque tout. Et la victime, ce n'est pas le gouvernement iranien qui s'en fiche complètement. Il a ce qu'il faut pour vivre, lui, dans toute hypothèse. Par contre, la société iranienne est embêtée. Et depuis 4 ans, à cause de l'emprisonnement de Fariba, on est effectivement dans un système qui ne bouge pas. Bernard, je te remercie pour ces analyses vraiment passionnantes. Je pense qu'il est temps de vous laisser la parole. Vous avez certainement beaucoup de questions à poser, aussi bien en présentiel qu'en ligne, parce que ça marche, n'est-ce pas ? En ligne, tu as réussi à rétablir les contacts. Donc, il va de soi que des personnes en ligne peuvent poser des questions. On peut commencer en présentiel, puisque quelqu'un s'est précipité sur le micro. Oui, allez-y, je vous en prie. Non, je voulais revenir sur cette histoire du dialogue, de ne pas bloquer la discussion, de discuter sur le nucléaire avec en vue, je suppose, de lever les sanctions. Donc, de reprise de la coopération économique, développement économique. Mais qu'est-ce qui dit qu'il y aura automatiquement que cela bénéficierait à la société civile et non pas au pouvoir actuel qui aura une légitimité accrue vu qu'elle réussit à négocier un nouveau contrat avec les pouvoirs occidentaux, comme quoi reprise économique, développement, la classe moyenne, contentée, etc. Qu'est-ce que tu préfères qu'on prenne plusieurs questions Comme vous voulez. On peut prendre deux, trois questions, parce que peut-être ça va se... Comment ?
Ah bon, bah écoutez. Là-dessus, c'est une question, évidemment. Alors, allons-y. Je ne suis pas maître du temps et je ne connais pas l'avenir. Mais actuellement, le gouvernement est très fort. Il est reconnu, hein, il existe. Même si on dit je ne te reconnais pas, il n'est pas légitimé, mais il existe. Bien sûr. Et donc, d'ouvrir l'Iran va certainement légitimer le pouvoir. Légitimer pas aux yeux de qui? L'Iran est représenté à l'ONU, l'Iran a une ambassade à droite à gauche, l'Iran en tant qu'État, la République islamique, pas plus que notre régime. Par contre, je vois actuellement, c'est la société iranienne qui est bloquée. Les jeunes qui se font tirer dessus, mes collègues universitaires de classe moyenne qui sont en prison parce qu'ils ne peuvent pas bouger, et les gens sont économiquement écrasés. Ça, c'est une réalité. Si j'ouvre ça, certes, le gouvernement est là, mais les gens ne le reconnaissent pas. C'est le problème des Iraniens. Ce n'est pas à nous, ici à Paris, à dire quel doit être le gouvernement de l'Iran. En tant que citoyen, et à l'IREMO, c'est un peu l'idée, c'est de voir les sociétés et les laisser s'exprimer librement. Or, actuellement, nous contribuons par ces systèmes à bloquer l'Iran, bloquer les Iraniens, pas l'Iran, les Iraniens. Donc, c'est dangereux. Il faut gérer cela. Il ne faut pas dire je lève les sanctions et Renault et Peugeot repartent en Iran et font 1 million de voitures. Ça ne sera pas comme ça du tout, surtout maintenant. Donc, il faut gérer cela. Mais cette question économique qui bloque la classe moyenne, et la question du nucléaire qui va dépasser les manifestations, ça c'est une réalité à l'échelle de 2 ou 3 mois. De 2 ou 3 mois. Hein. Donc si ça ne se fait pas, le mouvement de révolte des femmes, etc., il passe à la trappe, il est écrasé irrémédiablement et marginalisé totalement. Il y a des risques, oui, des risques. Quand on négocie, quand on fait une guerre, quand on combat, il y a des risques. Mais quel est le risque le plus réel? Certains disent ce régime n'est pas légitime. On peut dire tout ce qu'on veut. Il est là. Donc il a beau être illégitime, quand il est là, il faut être un peu de réel politique et ne pas faire des vœux pieux, du wishful thinking. Les réponses que je vois quelquefois des critiques, c'est « Nous souhaitons un gouvernement libre, démocratique et laïque ». Ah oui, d'accord, j'applaudis. Mais même cette question, enfin juste une remarque, même cette question de la légitimité, elle est au regard de nos propres perceptions. Oui. Mais est-ce qu'il est illégitime par rapport à l'ensemble de la population iranienne? J'en sais rien, oui, mais il n'est pas certain qu'il ne le soit pas. Je veux dire, c'est beaucoup plus compliqué que ça, quoi. Bref, c'est juste une remarque. D'autres questions? Si je ne dis pas de bêtises, le bazar a toujours eu un rôle politique important. Qu'est-ce qu'il en est à l'heure actuelle par rapport à ce qui se passe? Est-ce qu'il soutient les jeunes, si je puis dire? Ou est-ce qu'il ne fait rien, il a un rôle neutre? Le bazar n'existe pas en Iran, n'existe plus. Le bazar était, jusqu'au milieu du XXe siècle, un territoire où les commerçants étaient réunis le pouvoir religieux et le pouvoir économique face au pouvoir politique. Bon. Et les bazaris finançaient le religieux, et le religieux aidait les bazaris, etc. Il y avait un système économique et politique et religieux à la fois. Ce système-là n'existe plus. Aujourd'hui, les grands commerçants, ils sont sur Internet, ils sont dans d'autres quartiers de Téhéran, et les bazars des grandes villes iraniennes, c'est des lieux touristiques. Un bazar populaire quelquefois pour un certain nombre de produits, mais ce n'est plus l'endroit. Avant, le bazar fermé, au XIXe siècle, le gouvernement tombait le lendemain matin. Ça, c'était dans le livre d'histoire au XIXe siècle. Je vous signale, nous sommes en 2021, 22 même. Bon. Et donc, 23 bientôt. Bon, j'ai plus. Mais regardez un peu, ça nous autres universitaires de tous les collèges, on a tout essayé de dire ça. Écoutez, arrêtez de regarder l'Iran comme au XVIe siècle. Ça a changé un petit peu. Bon. Donc le bazar, c'est un élément important, symbolique. Symboliquement, c'est important. Mais on vient de le voir, c'est pas là que ça se passe. Monsieur? Il y a une question en ligne d'abord. Oui. Ah, en ligne, oui. Alors, sur la longue durée, quelles discriminations connaissent les Kurdes et quelle est la situation répressive actuelle? Oui. Alors, les Kurdes ont été, avec les Baloutches, les victimes les plus durement frappées par la répression, pour des raisons politiques évidentes et culturelles évidentes. Les deux sont sunnites en majorité. Et les forces de répression qu'on envoie là ne sont pas des forces de répression locales. D'habitude, gardiens de la Révolution à la police, ils sont de la province, et donc ils assurent la sécurité sur place. Donc un simple policier de répression, il a en face de lui la fille du voisin, sa propre fille en face. Donc la répression est moins dure. Par contre, au Baloutchistan, ce sont les gardiens de la Révolution et au Kurdistan qui sont en permanence chargés de la sécurité. Donc, dès qu'il y a quelque chose, c'est un conflit violent, avec des dizaines de morts. C'est une tradition, hélas, à laquelle les Kurdes et les Baloutches sont habitués. Par ailleurs, dans les deux cas, et surtout au Kurdistan,
ce sont des sociétés qui sont politisées. Depuis très longtemps, les Kurdes sont organisés par des partis politiques importants, marxistes ou libéraux ou islamiques, donc il y a une structuration politique. Ce qui fait que lorsqu'il se passe quelque chose, les organisations qui n'existent pas ailleurs dans le mouvement sont là pour organiser le mouvement, pour le dynamiser, pour le diriger éventuellement. Ce qui fait que, bien évidemment, le gouvernement iranien, qui regarde ces mouvements avec attention, réprime très directement, puisqu'il y a le mythe de l'indépendantisme, de l'irrédentisme kurde qui réagit. Mais actuellement, ce qui est intéressant, ce n'est pas que les Kurdes soient kurdes, qu'ils soient réprimés, hélas, c'est traditionnel, c'est que les Kurdes du Kurdistan sont aussi alphabétisés que les Iraniens d'Ispahan. Et que pour la première fois avant, il y a 40 ans, 10% des filles savaient lire et écrire au Kurdistan, aujourd'hui c'est 90%. Mahsa Amini n'est pas kurde, je veux dire par là. Son identité, ce n'est pas d'être kurde, elle est kurde par hasard. C'est une Iranienne ordinaire. Une jolie fille de 22 ans qui allait à Téhéran et qui, voilà. Et donc les manifestations n'ont pas lieu pour l'indépendance du Kurdistan ou du Balochistan, même si cela, forcément, est un facteur qu'il ne faut pas négliger, mais ils sont pour la liberté des femmes en général. Et donc, il ne faut pas se tromper et focaliser. Il y a une espèce d'OPA aujourd'hui, et à mon avis qui est une erreur, des mouvements politiques kurdes pour dire c'est le Kurdistan qui est le fer de lance de la révolution, et donc il y a une instrumentalisation c'est de bonne guerre, si vous voulez. Hein. Mais soyons sérieux, les Kurdes sont, hélas, depuis très longtemps, les victimes de tous les conflits internationaux, hein, de tous les côtés, entre l'Empire ottoman et l'Empire safavide, ils ont toujours été victimes. Ça continue aujourd'hui, mais arrêtons de jeter de l'huile sur le feu sur les Kurdes, ils ont assez de problèmes comme ça sans en rajouter. Merci pour votre exposé. Je voulais vous poser 3 petites questions. La part du témoignage des diplomates en Iran, quel est l'impact de leur témoignage? Ce témoignage permet de connaître la situation pour la France ou pour l'Espagne ou pour l'Allemagne, mais quel est le retour que peuvent avoir la population? J'ai compris que c'était une révolution plutôt culturelle qu'autre chose, mais il y a beaucoup d'espoir pour dire ça serait bien qu'il se passe quelque chose autre que ce qu'on entend. Donc ça, c'est la première question. Il y a du pragmatisme dans la diplomatie, j'ai compris ça. Mais qu'est-ce que les autres en tirent? La population peut en tirer ou pas? La deuxième question, c'est pour savoir, pour ce qui concerne Trump, est-ce que l'avantage qu'ont les républicains en partie actuellement aux États-Unis peut avoir un impact sur la politique iranienne? La troisième chose, c'est la force de la diaspora à l'étranger est relayée souvent par des antennes télévisées ou autres. On ne sait pas très bien comment sont gérées ces informations parce que finalement, ils mettent le focus sur des éléments avec des images. Et je ne sais pas comment sont gérées ces informations dans la mesure où ça a aussi un impact sur la situation actuelle. Oui, sur les diplomates, c'est quand même un progrès dans les relations sociales que d'avoir des représentants de chaque pays dans un autre pays pour voir ce qui s'y passe, pour faire passer des messages de gouvernement à gouvernement et aussi pour voir ce qui s'y passe concrètement. Nos diplomates sont, quand il y a une crise, il ne faudrait pas envoyer un ambassadeur, mais multiplier par 3 ou 4 son personnel pour qu'il puisse avoir des gens avec qui travailler pour voir qu'est-ce qui se passe, quelles sont les demandes, et de ne pas dépendre uniquement des slogans du gouvernement en place ou bien des diasporas ou des mouvements d'ici là. L'information que donnent les diplomates est essentielle aux pays dont ils dépendent. Et pour la société locale, les consulats, ça existe. Quand on est otage, le consul peut aller voir les citoyens. Mais même les relations ordinaires dans le domaine culturel, dans le domaine des relations économiques avec la société, ça s'organise. Les ambassades organisent cela pour que les commerçants français, les industriels puissent aller en Iran, avoir des échanges. Il faut l'organiser, cela, le structurer, le protéger. Et donc, c'est un rôle dans le fonctionnement essentiel vis-à-vis de la société. Ce n'est pas uniquement présentation d'aide de créance et avoir la reconnaissance du gouvernement. C'est un aspect. Mais c'est un aspect parmi d'autres. Parmi d'autres. Entre nous, quand j'étais en Iran pendant la Révolution, j'étais dans le directeur de l'Institut français de recherche, et dans le système culturel qu'on avait, en relation avec beaucoup de gens. Combien, avec le consul, d'étudiants j'ai inscrit en master pour avoir un visa
sur un faux passeport, qu'on connaissait très bien, et faire partir des militants. C'est banal, ce genre de choses, de coups de main des consulats pour essayer de sortir des gens du pétrin. Bon, c'est anecdotique, ça ne concerne que quelques personnes, mais ce n'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Donc, gardons ce petite chose, et en Iran où tout le monde est pris en otage, les touristes, les industriels et autres, gardons au moins ce petit lien qui permet au moins de savoir ce qui se passe. Et je rejoins votre dernière question. Actuellement, les réseaux sociaux, c'est la pire des choses. On me donne 15 secondes de quelqu'un qui dit « vive Abba les Mollahs » ou qui se fait tuer. C'est dramatique, c'est très enthousiasmant. Qu'est-ce que ça vaut? En sciences sociales, on a besoin de multiplier les choses. J'ai vu qu'on a signalé qu'il y a des événements, c'est l'Organisation des droits de l'homme en Iran qui publie ça. Dans 155 villes, il y a eu des émeutes. 155 villes. Il y a 2500 villes en Iran, prof censé. 155, la réalité, 2500 agglomérations reconnues comme villes, pour vous donner une idée. Donc je veux bien voir que c'est généralisé, mais alors dire que tout l'Iran est en flammes, que toutes les sociétés sont en flammes, toutes les classes sociales sont en flammes, oui, sur le principe, ça c'est vrai. Mais ensuite, dans le rapport de force, votre deuxième question était sur les républicains. Oui. Bon, le fait que les républicains soient au pouvoir un peu plus fort aux États-Unis est une réalité, mais c'est qui a toujours existé. Bon, il faut faire avec. Il faut faire avec. Et on sait très bien que les démocrates ont été, quelquefois, qui ont été pro-iraniens, entre guillemets, ont été victimes de la prise en otage des diplomates. Et le Parti républicain, le Parti démocrate aux États-Unis a en travers de la gorge l'Iran, de façon culturelle. Dès qu'on parle de l'Iran, il dit « je les adore, mais si je pouvais leur casser la figure en privé, je le ferais ». Bon. Donc, il y a... bon, ça, c'est la politique américaine qui, effectivement, par Trump, a abouti à ce drame et a fait que l'explosion normale de la société iranienne est marginalisée, alors que ça pouvait être une explosion de l'ensemble de la société. C'est hélas une partie de la société qui peut émerger. On passe en ligne peut-être? Sur les réseaux sociaux, et donc la question pose verte sur quel est le contrôle du régime iranien sur les réseaux sociaux. Alors, le gouvernement iranien, comme toute démocratie qui se respecte, essaie de contrôler les réseaux sociaux. Les Chinois, notamment, donnent un coup de main, je crois, aux Iraniens pour essayer de faire un Internet local qui ne serait donc pas d'Internet. Ils contrôlent cela, mais ils se sont rendus compte, lors des dernières émeutes de 2009, que le blocage d'Internet était catastrophique pour la population iranienne, parce que maintenant, vu la dévaluation, vous achetez un morceau de pain en Iran, ça vous coûte des millions de riyals. Il vous faut une valise de billets pour payer le pain. Donc on paye avec des cartes de crédit, des cartes de débit. Donc tout le monde et tous les magasins ont une carte de débit qui permet de prendre 2 millions de riyals sur votre compte. Il faut Internet pour ça, il faut le téléphone. Si vous coupez le système, ça ne marche plus. Et donc, l'économie iranienne ordinaire, la vie quotidienne était totalement bloquée, ce qui provoquait un mécontentement des partisans du régime qui disaient « Attendez, ça ne va pas, on a besoin d'Internet ». Donc, il y a beaucoup de choses de ce côté-là. Par ailleurs, j'ai vu des gens en 2009, lors des émeutes contre Ahmadinejad, où il y a eu vraiment une manifestation énorme, une répression très violente immédiatement. On dit, Internet, c'est génial. Je peux dire « Abba Ahmadinejad » sur Internet sans me faire casser la figure. Et des militants iraniens ont dit « Hélas, c'est ce qui s'est passé. Internet a fait que les gens sont repliés sur Internet, en se défoulant comme on peut se défouler, il n'y a pas de risque majeur. Mais c'est dans la rue que ça se passe. Et le problème, c'est que nous parlons ici, on est sur Internet, mais en Iran, c'est dans la rue que les manifestations ont lieu. Des crimes Internet, il y en a de condamnés en Iran, des militants Internet se font arrêter régulièrement, mais c'est sans rapport, heureusement, hélas, avec la réalité de la rue. C'est quand les gens sont dans la rue pour protester que les choses se passent. Dire « Ah bah le guide » comme ça, bon, c'est sympathique, mais ça ne mange pas de pain. Par contre, organiser quelque chose en prenant des décisions, en faisant des actes dans la rue, je fais de la géographie, il faut être sur le terrain. C'est là que ça compte. Le reste, c'est virtuel. C'est important, essentiel, mais c'est largement une illusion. Ça peut être une illusion. Il faut confirmer par le terrain. Et ça, les chercheurs sont interdits, les diplomates sont interdits, enfin, bon, et les journalistes, pareil. Petit détail, si par exemple l'ambassade de France était fermée à Téhéran, l'AFP et RFI devraient suivre immédiatement. Il y a 2 journalistes, il y a 2 antennes, ils sont contrôlés évidemment, mais au moins il y a 2 représentants d'RFI et de AFP à Téhéran. Bon. Si l'ambassade de France était fermée, ils devraient faire la valise aussi. On aura encore moins d'informations. Il n'y en a déjà pas beaucoup, on aura encore moins. Est-ce que ça sert le régime? On revient dans la salle? Quelqu'un dans la salle? Monsieur? Monsieur Philippe de Suremain, ancien ambassadeur à Téhéran. Oui. Malheureusement, j'y suis resté trop peu longtemps.
parce que, parlant russe, on m'a trouvé plus utile ailleurs. Mais ceci dit, c'était une expérience extraordinaire, et je dois dire que je partage tout à fait l'analyse de Bernard Hourcade, et je crois qu'on devrait davantage la diffuser. Il ne s'agit pas de pousser l'Iran à devenir une nouvelle Corée du Nord, parce que là, il y a un exemple à suivre, hein, peut-être. Ce qui m'avait frappé, parce qu'évidemment, l'Iran est un pays très difficile à décrypter, et pour les Iraniens eux-mêmes, et je me souviens que mes amis se demandaient toujours quel était, à l'intérieur du système, quels étaient les courants dominants. Pour moi, le système politique iranien, c'est un mobile de caldaire en perpétuel mouvement, dont le guide est le point géométrique. C'est lui qui fait les arbitrages, mais j'ai été frappé de voir comme tous mes amis, mes interlocuteurs s'interrogeaient, de savoir qui était le courant dominant, qu'est-ce qui allait se passer, parce que ce qui nous paraît opaque l'est aussi pour les Iraniens eux-mêmes. Ceci dit, dans ce système politique que vous avez très bien décrit, il y a une évolution sociologique. Et justement, on peut se demander si, peu à peu, sans qu'on s'en rende compte vraiment, on le voit vraiment, il y a une évolution qui se fait en profondeur. On parle toujours des mollahs. Je ne suis pas sûr que les mollahs pèsent aussi lourd qu'avant. Et il y a une nomenclatura qui s'est constituée et qui n'a de cesse que de se préoccuper de l'avenir et de s'adapter. Et alors c'est là que on se demande si ce régime, tout en restant très autoritaire, va rester tel qu'il est. Est-ce que les interdits religieux vont pas peu à peu s'effacer et qu'on va se retrouver devant un régime dictatorial, mais d'une autre nature, où le contrôle de l'économie que les Pasdaran ont confisqué sera la première préoccupation, et ce qui suppose bien sûr le contrôle de l'opinion, mais est-ce que les mosquées ne vont pas en souffrir? Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Les hypothèses de sortie de crise sont assez limitées, les scénarios sont assez limités. Et effectivement, parmi les forces en présence, on se focalise aujourd'hui sur les mollahs. Je dis la révolution est culturelle, donc c'est normal que les mollahs soient les plus visés. Bon. Mais comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, les gardiens de la révolution ne sont pas des mollahs, ils sont religieux, ils sont partisans de la République islamique, mais ce ne sont pas des mollahs, c'est une culture très différente. Et en matière des détails sur la présence des filles, des femmes au stade de football, les gardiens de la révolution sont pour. Il dit, c'est pas un problème. On met son falloir et on va au stade de foot. Les mollahs, par principe, sont opposés à cela. Ahmadinejad était pour, par exemple. Et Ahmadinejad, du point de vue culturel, était beaucoup plus... Et c'est un populiste, Ahmadinejad, c'est pas un conservateur, c'est un populiste. Et donc, les clivages, on les voit, ils sont là. Mais si vous avez un général, ancien héros de la guerre Irak-Iran, ancien héros de la Syrie, qui prend le pouvoir en disant il faut remettre de l'ordre dans tout cela, les mollahs, il faut les faire évoluer, on les respecte beaucoup, mais on les met sur un piédestal, et je prends le pouvoir. Ce ne sera pas une république des mollahs, je ne dis pas que ce sera une démocratie plus avancée. Mais est-ce qu'il y a un autre scénario sur la table? Je n'en sais rien. Et le fait de dire, comme les militants le disent actuellement, ils ont raison de le dire, nous voulons un Iran républicain, lié, démocratique, etc. Oui, tout le monde veut gagner au loto, mais concrètement, on ne voit pas comment ça peut évoluer. D'autant plus que le discrédit des réformateurs, qui ont cru à la révolution de 1979 et qui aujourd'hui ont été tués par Trump, ils ont été tués d'une balle dans la tête par Trump, ils ont été discrédités, donc ils ont perdu de leur audience populaire en disant vous n'avez pas été fichu de garder les choses, de sauvegarder l'accord sur le nucléaire. Et Trump, en 2 minutes, a déchiré, c'était fini. On n'a pas prévu un plan B, que si les Américains quittaient le système. Il y a un snapback pour l'Iran, mais il n'y a pas un snapback, c'est-à-dire si l'Iran enfreignait l'accord sur le nucléaire, immédiatement il était sanctionné. Mais il n'avait pas été prévu l'inverse, c'est-à-dire que si les pays occidentaux ne respectaient pas l'accord, il y aurait quelque chose contre eux. C'est un snapback à usage, à direction unique. Donc, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme issue politique? Mais effectivement, les divisions internes sont très importantes. Alors le problème est que les manifestants aujourd'hui disent nous ne voulons plus du système. D'accord.
Mais concrètement, on voit très bien qu'il y a dans le système des gens qui veulent reprendre les slogans de la République islamique: indépendance, liberté, République islamique. Il y a 4 mots. Les mollahs ne retiennent que islamique. Mais indépendance, République et liberté, ma foi, ça peut se garder. Ça peut se garder. Et beaucoup des révolutionnaires du début, de 77, 78, 79, qui ont fait tomber le Shah, étaient pour indépendance, liberté, République. Bon, le seul acteur important était Khomeini, qui a permis de faire basculer complètement. Il y a République islamique. Mais il n'y a pas tout à jeter dans la révolution de 79, de mon point de vue. Et dans tous les cas, mais en histoire, on ne fait pas table rase du passé. Le passé est là, et il est là, profondément ancré. Et donc, je vous le disais, les Iraniens sont républicains. Ça, c'est un acquis de la République. La protestation, la parole est un acquis de la Révolution. En Révolution, les gens ont parlé, les femmes ont parlé. La révolution des femmes est essentielle, parce qu'elles ont été brimées, et elles ont pris la parole et ne l'ont pas lâchée. Et qui ont pris la parole les premiers? Il ne faut pas le dire, cela, mais c'est la réalité. Les femmes en tchador noir qui ont défilé le jour d'Achoura en 1979, en décembre, c'était les femmes des milieux populaires qui défilaient pour la première fois dans les rues de Téhéran, pas 1, 2, 3, 300, 400 000 femmes en tchador noir. C'est sacrément impressionnant. Qui sortaient pour la première fois de chez elles, en train de dire « Ah bah le Shah !» Elles ont pris la parole, sous l'ordre de Khomeini, en disant « Le devoir islamique est de manifester dans la rue contre le Shah. » Je ne fais pas ça, je suis une femme de bonne société, je ne vais pas crier comme une poissonnière dans la rue. C'est un devoir islamique, tu y vas. Elles l'ont fait. Le problème, la conséquence, a été que ces femmes-là, ensuite, à cause de la guerre notamment, ont continué à prendre la place dans la société et l'ont gardé. Alors, elles gardent leur mode de vie traditionnelle, du foulard, etc., mais en matière d'activité dans la société, est plus importante. Quand j'ai fait l'Atlas de Téhéran, il y a quelques années, j'ai eu le nombre de femmes travaillant au travail, pourcentage. Et je me suis rendu compte qu'à Chab de l'Azim, au sud de Téhéran, dans le quartier le plus au sud de Téhéran, le plus traditionnel et populaire, les femmes travaillent en plus grand nombre qu'à Tajrish, dans le nord de Téhéran, le quartier le plus huppé. Dans les milieux traditionnels et populaires, les femmes des milieux islamiques sont institutrices, infirmières, etc. Il faut qu'elles soient vraiment dans la société. Elles sont nombreuses à travailler. Dans les beaux quartiers, une femme qui a de l'argent ne va pas s'embêter à aller travailler, à porter un voile islamique. Elles sont moins nombreuses à travailler dans la société huppée que, alors, au milieu, les classes moyennes, évidemment, ont un rôle différent. Et donc, voilà cette réalité. On peut passer en ligne, peut-être Non, il n'y en a pas. Alors, on reste ici. Oui, je voulais vous poser une question au niveau international. Quel rapport entretient le pouvoir avec les talibans? Les talibans, oui. Petit détail, si les États-Unis et leurs alliés avaient, dès 2001, développé la scolarisation des filles en milieu rural en Afghanistan, en faisant le nécessaire, parce que les gens locaux n'en voulaient pas, mais on aurait pu mettre en place ce système-là, 20 ans après, il y aurait scolarisation à 90% des femmes d'Afghanistan et les talibans ne seraient pas revenus au pouvoir comme ça. Bon. Donc un échec gigantesque. Et les Iraniens sont les premiers à dire, écoutez, ne confondez pas. Ne confondez pas. Regardez ce que nous avons fait, nous, quand on a fait la révolution. On a éduqué les gens avec notre mode, avec le foulard, etc. Mais concrètement, les femmes sont dans la société, à l'université, etc. Donc on n'a pas du tout la même vision de la charia, de la culture islamique. C'est radicalement différent. Cela dit, ils n'ont pas été fâchés de voir les Américains partir, mais ils sont peut-être plus embêtés d'avoir les talibans, qui sont une force islamique. Il y a beaucoup d'Afghans en Iran, donc beaucoup d'instabilité possible. Et entre nous, je pense qu'ils préféraient avoir en Afghanistan un régime non-taliban, disons, que des talibans, qui pose un problème parce qu'ils sont obligés, en tant que pays musulman, d'avoir des relations avec eux. Mais c'est une grande question politique pour l'Iran, sachant que l'Irak est pour eux la question principale, parce que 8 ans de guerre, ça laisse des traces. C'est là qu'il y a vraiment un danger militaire, un danger politique aussi. Bon, et l'Irak est évidemment le danger parce qu'il est militaire et politique et idéologique. Les talibans ne menacent pas la République islamique en tant que système idéologique. Ils sont trop éloignés. Mais ils craignent des Daesh, ils craignent une anarchie qui, effectivement, touche l'Iran. L'attentat qui a eu lieu à Shiraz il y a quelques jours venait probablement de Daesh, un truc comme ça, et d'activistes venant d'Afghanistan ou de gens comme cela. C'est un problème, mais ce n'est pas essentiel. Ce qui est important, c'est que la voie de chemin de fer de Mashhad à Herat existe. Et donc désormais, l'Iran cherche à coloniser en quelque sorte économiquement et à attirer l'ouest de l'Afghanistan dans la sphère d'influence iranienne pour essayer de voir un peu ce qui s'y passe. Le problème, c'est la drogue.
parce que l'Afghanistan est le principal producteur. 80% de l'héroïne saisie dans le monde est saisie en Iran, d'après Interpol. C'est l'autoroute de l'héroïne vers l'Europe, qui passe par le Kurdistan ou par la Turquie. Moins passe par le Tadjikistan qu'avant, ça dépend des moments. Et donc, dans un pays où vous avez la drogue, ça rapporte de l'argent. Et en Iran, on n'a jamais vu un religieux ni un général arrêté pour trafic de drogue. Ils sont d'une vertu exemplaire. C'est un élément de la politique iranienne aussi. D'autres questions? Oui, vous l'aviez esquissé, c'était l'essence. Dans quelles conditions vous verriez l'Iran jouer un rôle par rapport aux Palestiniens, contrecarrant dans un même temps les normalisations en cours dans le monde arabe? Vous l'avez esquissé, mais oui. Comment vous le verriez? Ça peut être intéressant. Oui. Le Hezbollah a été créé après l'invasion israélienne de Beyrouth, en 1982. L'Iran a pris la cause palestinienne quand la République islamique arrive. L'Iran est un pays pro-israélien. Bon. Et donc la République change les choses, inversement. Et donc, pour pouvoir exister dans le monde musulman, pays chiite, comment voulez-vous que je répande ma bonne parole si je suis chiite? Personne ne m'écoutera. Si je suis le champion de la cause palestinienne, je peux rentrer dans tout le monde musulman. Et donc, l'Iran a pris un passeport palestinien, en quelque sorte, pour rentrer dans le monde musulman, être reconnu comme un des acteurs. Les sunnites arabes n'ont rien fait pour libérer Jérusalem. Moi, je vais libérer Jérusalem. Et toute une idéologie, tout un discours dans ce genre-là a été fait en Iran et entretenu en Iran régulièrement jusqu'au discours d'Ahmadinejad le dernier vendredi du Ramadan en disant l'Iran doit être rayé de la carte. Israël rayé de la carte. Ce à quoi les Israéliens ont répondu l'Iran doit être rayé de la carte, etc. C'est donc un discours idéologique. Récemment, il y a eu une manifestation le jour de Rhodes. Le jour de Rhodes, c'est le dernier vendredi du Ramadan, le jour de Jérusalem. Grande manifestation populaire en faveur de la libération de Jérusalem. Il y a 3 ans, grande manifestation. 300 personnes. Et pour des raisons climatiques, ils ont arrêté la manifestation, parce que ça ne peut pas être ridicule. Parce qu'effectivement, ce n'est pas une cause qui unifie les Iraniens pour quelque chose. Le Hezbollah, par contre, est un succès politique et militaire remarquable. Parce qu'effectivement, l'Iran a réussi à avoir là, au sud du Liban, une force, un parti politique qui est enraciné au Liban, qui est dans le gouvernement libanais. C'est un succès remarquable. Et donc, tout gouvernement iranien, le Shah revient un matin en Iran, il garde le Hezbollah. Il gardera ce genre de relations et d'influence. Ça ne s'abandonne pas. Savoir que la SAVAK avait comme centre au Moyen-Orient Beyrouth, à l'époque du Shah. La SAVAK était chargée de contrôler les chiites du sud Liban, qui étaient un peu agités, qui étaient en relation avec Khomeini. Et du jour au lendemain, ils ont été chargés d'aider les chiites du sud Liban. Bon. Donc, il y a quelque chose là. Ensuite, l'influence de l'Iran dans le monde arabe, les nationalismes, ça existe. Les Irakiens chiites qui ont fait la guerre avec l'Iran, ils sont irakiens. Ils sont irakiens. Ça n'exclut pas que les Irans aient beaucoup d'influence en Irak, mais une influence qui a été maladroite. De faire du chiisme, de l'ultra-chiisme en Irak a abouti aux aberrations de Maliki et à l'émergence de Daesh. Donc, des choses qui mal gérées. Les Iraniens sont très mauvais impérialistes. Bon, ils n'ont pas, à un moment des frères musulmans, quand le président élu égyptien se rend à Téhéran, il est quasiment insulté par Khamenei. Alors, ce sont 2 frères musulmans. Ils auraient pu trouver une entente. Mais non, il a reproché au président égyptien, Morsi, un tas de choses, alors qu'ils auraient pu fraterniser. Bon, parce qu'on lui a dit après, parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Donc, l'influence de l'Iran dans le monde arabe est assez limitée. Et pour la Palestine, je dis que de façon générale, la parole internationale de l'Iran est très faible, parce que l'Iran est un pays voyou. C'est un pays qui prend en otage les diplomates, les touristes, qui a un comportement inacceptable, qui fait qu'il est délégitimé, il n'est pas un partenaire sérieux. Alors certains en Iran voudraient le contraire, mais actuellement, ce n'est pas le cas. Donc, si un Iran était avec un demi de 15 idéal, où progressivement l'Iran devient un pays normal, avec des gens sérieux avec qui on peut travailler, on est d'accord, pas d'accord, mais on peut avancer, on peut construire quelque chose. Et dans ce cas, c'est un pays du Moyen-Orient sérieux qui peut poser en termes sérieux la question palestinienne. Et non pas quelqu'un qui fait la propagande et qui n'est pas fiable. Donc je pense que l'hypothèse d'un soft power iranien, d'un Iran solide et sérieux, était pour l'Arabie saoudite, qui est en train de sortir un peu du magma dans lequel elle était avec MBS maintenant. Il fait ce que le Shah a fait en 1960. C'était il y a 60 ans. Hein. Bon, il le fait, tant mieux.
Mais c'était il y a 60 ans, il faudra du temps. Et il craignait un Iran qui, par ses ingénieurs, risquerait de remplacer, de prendre un rôle écrasant dans le Moyen-Orient. Et donc là, il y a un vrai danger iranien. Une petite anecdote, on m'avait demandé à l'Académie militaire, l'Académie navale américaine, de faire une conférence il y a 15 ans sur la menace iranienne, Iranian Threat. Et comme première photo, j'ai montré une photo d'une jolie fille iranienne. J'ai dit, voilà la menace iranienne, elle est là, elle est là. Parce qu'un jour, les femmes iraniennes qui ont subi tant de changements à l'intérieur, c'est un groupe social en Iran qui a subi du changement, elles sont, elles, le cœur de la révolution, du changement politique, le symbole de cela. Donc s'il y a une menace, ce n'est pas la bombe atomique iranienne, qui est un problème réel, mais qui ne va pas exploser demain matin sur Tel Aviv. Par contre, le modèle des femmes iraniennes, avec tout ce qu'elles ont de contradictoire ou de complexe, est un vrai poison, entre guillemets, pour les pays de la région. Beaucoup plus que l'impérialisme iranien, qui est extrêmement maladroit, voir ce qu'ils ont fait en Syrie ou ailleurs. Bien. Eh bien, je crois que sur cette belle image, on va remercier Bernard pour ce passionnant exposé. Merci à tous. Petite information, jeudi soir à 18h30, on présente le livre de Nicoulot à la librairie Thermite, avec Guillaume Beau, qui était un doctorant qui avait travaillé avec Nicoulot, à qui Nicoulot avait donné tous ses archives, et nous avons été, quelques amis de Nicoulot, à voir son manuscrit et ses documents, et qui nous a permis de terminer le bouquin sur ses instructions écrites. On a pu terminer la rédaction après sa mort, 6 mois après. Si vous voulez l'acheter, on en a quelques exemplaires ici que l'éditeur a apporté. C'est vraiment un bouquin super. À prix réduit. Oui, à prix réduit.